Alors, traitement curatif du petit carcinome hépatocellulaire. Ça doit rester 5 secondes, le temps de dire que le sorafenib n'est probablement pas un traitement curatif du CHC actuellement. Définissons les choses. Il y a deux types, puisqu'on parle de petit, donc la taille. Il y a le tout petit ou très précoce, encore appelé dans la classification de Barcelone BCLC stade 0, encore appelé T1. C'est un nodule de moins de 2 cm, avec d'autres critères. Child-Pugh A, indice de performance 0, et pas de lésion périphérique autour, ce qui peut arriver malgré cette taille. Et d'autre part, le classique, le plus classique, un nodule de plus de 2 cm et inférieur plutôt à 5 cm, ou 2 ou 3 nodules de moins de 3 cm, ce qu'on appelle le T2 ou stade A. En fait, dans la classification de Barcelone, il n'y a pas les 5 cm, il n'y a pas la limite supérieure du nodule. On la rajoute en général en termes de critères de bilan pour la transplantation. Je ne définirai pas le traitement curatif. Il y a donc 3 traitements curatifs: transplantation, résection et destruction percutanée. Cela a déjà été dit, la fréquence avec laquelle on a un traitement curatif actuellement en population, en dehors des études, c'est 25% environ des patients, comme l'ont indiqué en France l'Observatoire Chang et l'étude PMSI. Aux États-Unis, on a les mêmes données. Comme on m'a demandé de traiter le petit carcinome hépatocellulaire, ça permet d'évacuer les difficiles questions des CHC moyens, au-dessus, pas petits, avec tous les problèmes que ça pose de downstaging, etc. Alors je propose de quitter Barcelone, de partir de Barcelone, cet algorithme que tout le monde connaît, cette Bible selon Barcelone, et voir ce qu'il y a eu de nouveau depuis la publication de ces recommandations de 2012. Résection hépatique. L'indication, c'est clair, c'est d'abord le CHC sur foie non cirrhotique. Le F3, ça se discute, mais où là, on peut avoir des indications de résection majeure, très larges et sans retenue du fait de l'insuffisance hépatocellulaire. C'est plus restrictif, bien sûr, pour le CHC sur cirrhose. C'est quand on a un nodule, une fonction hépatique strictement normale, comme on atteste la bilirubinémie strictement normale, l'absence d'hypertension portale, et souvent on ajoute un MELD inférieur ou égal à 10. Une indication plus discutable, c'est quand un malade est multinodulaire, donc 2 ou 3 nodules, et a soit une hypertension ou une hypertension portale modérée, et si le patient n'est pas éligible pour la transplantation, ça peut éventuellement se discuter. Les résultats actuels sont les suivants. La mortalité périopératoire est inférieure à 5%, la survie à 50-60%, et la survie sans récidive de 30%, ce qui signifie donc qu'on a 70% de récidive à 5 ans. Les données se sont très améliorées ces dernières années, comme on montrait, par exemple, la nouvelle étude qui est en voie de publication dans JHEPATOL, de la série de Mondor de plus de 300 patients. Si on s'adresse au CHC T1, moins de 2 cm, on a des résultats meilleurs en termes de survie globale, 70% de survie à 5 ans, mais identiques en termes de récidive, 70% de récidive à 5 ans. Alors, au fond, on a dit on traite le petit CHC. Si on prend l'algorithme, on parle effectivement de la taille. Est-ce que la taille du CHC, c'est finalement le facteur pronostic le plus important? Classiquement, oui, mais toujours cette étude, donc, qui est en voie de publication, et cette très grosse série, indique en fait, et qui a classé moins de 5 cm, 5 à 10 ou plus de 10 de malades resséqués, en réalité, la taille du nodule, le diamètre du nodule, ne sort pas comme facteur pronostic indépendant. Les autres qui sortent sont classiques: transfusion, cirrhose, différenciation, nodule satellite, alpha-féto, envahissement vasculaire, sont associés à la mortalité, mais pas la taille du nodule, comme si ça n'était pas en soi un critère. Ce qui veut dire qu'on peut, et comme c'était suggéré dans l'algorithme de Barcelone, que la taille n'est pas forcément obligée, en cas d'un seul nodule, de se limiter à 5 cm, même en cas de cirrhose. On a déjà répondu à cette autre question, l'hypertension portale, donc c'est daté d'une ancienne étude de Barcelone, de petit effectif. Un certain nombre de gens avaient débattu si on peut quand même, s'il y a un peu d'hypertension portale, etc. Comme ça a été rappelé à l'instant, il y a une méta-analyse 2015 qui confirme la valeur pronostique négative de l'hypertension portale. Quant aux recommandations techniques sur le caractère anatomique de la résection, c'était confirmé donc par une étude récente, ainsi que l'intérêt de l'abord laparoscopique. Alors, j'ai un peu bricolé
l'algorithme de Barcelone, parce que les flèches, j'ai un peu de mal, elles vont un peu dans tous les sens. Puis il y a eu un correctif, parce qu'il manquait une flèche. Donc en gros, voilà, on a un nodule qui soit moins de 2 cm ou plus gros. Et s'il n'y a pas d'hypertension portale et pas d'hyperbilirubinémie, eh bien, indiscutablement, c'est une indication de résection hépatique. D'extrusion percutanée, première chose, clairement, ça, c'est pas nouveau. Radiofréquence fait mieux qu'alcoolisation dès lors qu'on a un nodule de plus de 2 cm. Moins de 2 cm, vraisemblablement, les résultats sont équivalents. Pour le référentiel de Barcelone, donc la radiofréquence, c'est le traitement standard du petit CHC non éligible pour la chirurgie, si on ne peut pas faire de résection et si on ne peut pas faire de transplantation. Et donc, place la radiofréquence pour les malades qui ne peuvent pas avoir une résection, en deuxième ligne, en quelque sorte. Il est quand même fait allusion au fait que pour les tout petits, de moins de 2 cm, ça pourrait être compétitif de la résection hépatique. L'objectif, c'est d'avoir une réponse complète. Finalement, la résection, ça fait une réponse complète par définition. Et en monopolaire, en radiofréquence monopolaire, qui est celle la plus évaluée à ce jour, on a ce résultat, très souvent, plus de 90% des cas, seulement pour les petits CHC de moins de 2 cm. Les résultats, ça ressemble aux résultats de la résection quand même. Pour les malades qui sont, disons, grosso modo, des petits CHC, survie globale 40-70%, 70 à 80% de récidive à 5 ans, les résultats meilleurs pour les malades opérables qui auraient pu bénéficier, notamment dans la série de Bondy. On voit que le taux de survie à 5 ans est presque de 75%. Ce qui change par rapport à la résection, c'est un taux de complications et de mortalité inférieur. Je vous rappelle, on était à 5% dans les séries les plus récentes pour la résection. Là, on est à 0,1%. Alors, dans le débat, finalement, qui est notamment en France, est-ce qu'on peut mettre, est-ce que c'est un choix entre radiofréquence ou résection hépatique? Les pour disent, mais on a d'excellents résultats avec la radiofréquence. Et puis, pour un prix, finalement, une morbidité, un coût, une qualité de vie, et ça a même été prouvé, inférieur. Mais, disent les autres, la résection, c'est quand même le seul moyen d'avoir l'anapathe, c'est donc les facteurs vasculaires, les envahissements vasculaires, les nodules satellites. Et puis, il y a quand même, notamment pour les tumeurs de plus de 2 cm ou plus de 3 cm, un risque de ne pas avoir détruit complètement le CHC. Ceci dit, les radiologues répondent oui, mais ça, c'était en monopolaire. En fait, l'arbitre, c'est l'efficacité, si on a. Alors, vous savez qu'il y a eu 3 essais randomisés. Il y a eu récemment donc une méta-analyse des 3 essais, et qui a répondu que le gagnant était, en termes de survie globale et de survie sans récidive, la résection hépatique. Ce qui semble donc confirmer, globalement, les recommandations de placer la résection en avant. Cependant, il faut noter qu'il y avait seulement 3 essais, tous virus B et patients chinois, dont on peut penser qu'il y a moins de cirrhose et que ce n'est pas tout à fait les mêmes patients. Et surtout, il n'y a pas eu d'études de sous-groupe pour possibilité d'étudier les tout petits CHC de moins de 2 ou 3 cm. Or, une étude précédente avait suggéré fortement, c'est une étude médico-économique dont le premier temps consistait à regarder d'abord s'il y avait un bénéfice en termes de survie, et bien pour les CHC de moins de 2 cm, radiofréquence et résection étaient identiques en termes de résultats, et la meilleure stratégie en termes de coût-efficacité, la radiofréquence. Donc, si on regarde Barcelone, la radiofréquence prend sa place ici, quand on n'a pas la chirurgie possible, aucune méthode possible. J'ose la placer comme une option pour les résections hépatiques dans cette indication. Selon quels critères? Au cas par cas, en RCP pointu, et en prenant comme grille éventuellement celle qui a été reprise par le Thésaurus sur les propositions déjà il y a quelques années de l'équipe de Bondy, ou qui fondent le choix, au cas par cas encore une fois, sur la taille, le nombre, la localisation des nodules, la fonction hépatique, l'existence d'une hypertension portale. Le troisième traitement, c'est la transplantation. Alors, ça devient compliqué. Merci à Christophe Duvou d'avoir répondu très gentiment à tous mes mails obsessionnels pour dire « mais j'ai pas bien compris », etc. Donc, voilà ce que ça donne, ce qu'on peut savoir. En fait, la question, me semble-t-il, en RCP, c'est quand faut-il en référer à un centre de transplantation. Sur les 1200 greffes faites en France, le CHC représente à peu près 25% aux dernières nouvelles. On est dans un contexte de pénurie qui s'aggrave, et le délai d'attente qui s'allonge. Le délai d'attente médian pour le CHC actuellement est de 10 mois, et il est même plus long pour les patients qui n'ont pas de signe d'insuffisance hépatocellulaire.
L'indication classique qui ressort de cette grande étude datant déjà de 2011, qui avait regardé toutes les études et qui indiquait donc que les malades dans les critères de Milan, un nodule de moins de 5 ou 2 ou 3 nodules de moins de 3, la survie était identique à celle après transplantation, à celle des patients qui n'avaient pas de CHC. Donc l'indication, c'est le meilleur traitement pour les CHC qui sont dans les critères de Milan et qui ne sont pas éligibles pour la résection hépatique, c'est-à-dire pour les T1, qui nécessite plutôt la résection hépatique. Alors, si un T1, il y a la bilirubine ou l'hypertension portale, eh bien là, on verse plutôt vers l'indication de transplantation, ou bien entendu s'il y a 2 ou 3 nodules, ou bien entendu si on est de Child-Pugh B. Les résultats en termes de survie, c'est 70%, c'est les derniers chiffres de l'Agence de la biomédecine, 70% de survie à 5 ans. Mais alors, on a un problème parce que c'est le meilleur traitement, mais on ne peut pas le faire. En tout cas, on ne peut pas le faire tout de suite. Si on prend une décision de résection hépatique, ou de radiofréquence, on le fait sinon le lendemain, 2 mois, 8 jours après. Là, il y a le délai d'attente et en plus, on a vu qu'il s'allonge, ce qui veut dire que le temps que le délai se passe, la maladie peut progresser ou la cirrhose s'aggraver et finalement, on peut très bien ne pas pouvoir mettre en place la transplantation. Alors, il y a un certain nombre de traitements d'attente qui ont été mis et l'ont beaucoup étudiés et très utilisés, quasiment maintenant, je crois, chez tous les patients. Le premier, historiquement, c'est la chimio-embolisation. Il n'y a pas eu beaucoup d'études. Je crois qu'il n'y a même pas eu d'études randomisées du tout. Il y a cette compilation, et je crois que ça n'a pas changé depuis 2006, indiquant qu'au moins ça n'aggrave pas les choses de faire la chimio-embolisation avant transplantation. Ça permet probablement un délai d'attente plus long, mais même s'il n'y a pas de preuve en evidence-based medicine. En revanche, ça peut permettre de sélectionner des patients. Cet auteur a publié il y a quelques années et reconfirmé récemment que lorsqu'on avait un malade qui progressait sous chimio-embolisation, c'était un facteur pronostic post-transplantation très mauvais. Le deuxième traitement, c'est la résection, qui est utilisée donc plutôt comme un premier traitement, c'est-à-dire on enlève le carcinome hépatocellulaire et l'idée c'est de transplanter s'il y a récidive, parce que ça fait finalement, alors il ne faut pas pénaliser les patients, il faut avoir la même survie, et c'est le cas effectivement, il y a un certain nombre d'études qui sont parues, dont on peut faire la compilation, où globalement la survie à 5 ans, en intention de traiter, est proche de 70%. Ce papier, donc, encore une fois, qui m'impressionne et qui est en voie de publication, sont confirmés la même chose. Donc ça, c'est l'expérience de Mondor. On a, après récidive, une survie, lorsque les malades ont une transplantation en sauvetage, de 90% à 5 ans. Une question, quand même, il y a un débat. Faut-il transplanter à titre systématique ou peut-on attendre la récidive? Ça, c'est une étude de Beaujon qui a confirmé le concept de transplantation de sauvetage. On peut attendre, mais il y a un certain nombre de malades qui ont un très fort risque. Et il propose, à partir des facteurs prédictifs d'échec de la stratégie de sauvetage, de faire une transplantation systématique à certains patients. Ceci est possible avec la radiofréquence. Il y a peu d'études, mais notamment cette étude de Bondy, qui indique que chez les malades à qui on a obtenu, alors à Bondy, on a 96% de réponse complète à par radiofréquence. Bon. Les malades récidives, bien entendu, ça s'est attendu. La majorité sont transplantables. Et dans ces conditions, on a un taux de survie à 70% à 5 ans, ce qui revient finalement donc à une épargne de greffons, puisqu'il y a quand même les patients qui n'ont pas récidivé, et d'autre part, à des résultats identiques à l'ensemble de la transplantation. Donc, au total, on a repris dans les recommandations ASL et ORTC les recommandations de la conférence de consensus 2010 sur les indications de CHC, c'est-à-dire que dès que le délai est plus de 6 mois, ce qui est le cas, un traitement néoadjuvant peut être approprié sans se prononcer sur celui qui est utilisé. Donc, finalement, on a 3 solutions. Vous voyez que c'est compliqué. Soit on fait un traitement d'attente par chimio-embolisation pour réduire la tumeur, soit on enlève et on fait un premier traitement curatif, et là, il y a encore 2 solutions. Soit on attend la récidive, ce qui semble l'emporter de plus en plus comme attitude, soit, s'il y a des facteurs de risque très importants, on prend la décision tout de suite. Je terminerai donc par les modalités d'attribution à l'Agence de la biomédecine, parce que finalement, il ne faut pas que ce soit une boîte noire, il faut qu'on ait un certain nombre d'arguments avant de transmettre à cela. Comme vous le savez, depuis 2007, c'est le score national qui permet d'attribuer les greffons. Et pour l'ensemble des maladies du foie, en particulier les cirrhoses, c'est un score foie fondé essentiellement sur les critères de gravité, notamment sur le MELD. Et on suit tous les 3 mois l'évolution du MELD. Et à ce moment-là, le score progresse pour les patients. Ce qui pénalisait les carcinomes hépatocellulaires, parce que très souvent, eux, ils ont une tumeur, mais ils n'ont pas forcément de cirrhose grave. Si la cirrhose est aussi grave, il n'y a pas de problème, ils vont aussi vite que les autres. Donc, il a été introduit un score carcinome hépatocellulaire,
où le temps d'attente apporte des points. Et finalement, le malade progresse plus vite que simplement en fonction de la gravité de la maladie du foie. Alors, ça a déjà été cité, il y a un élément très important. En 2012, c'était donc ce score alpha-fétoprotéine, donc qui est extrêmement simple, qui a été déterminé à partir d'une grande étude de 1000 malades en France, de tous les centres de transplantation, et qui a indiqué que, donc, on avait avec ces 3 critères, le diamètre, le nombre de nodules et l'alpha-féto, un score, disons, plus efficace pour déterminer le pronostic des malades avant la transplantation. Il y a notamment des patients qui sont dans les critères de Milan et qui avaient un score défavorable, et à l'inverse, des malades qui étaient au-delà et qui pourraient bénéficier d'une transplantation. Donc ce score a été implémenté depuis janvier 2013 dans les décisions d'attribution, et si on a un score de plus de 2, soit on n'est pas transplanté, soit éventuellement ce qu'on appelle un greffon hors tour, c'est-à-dire un greffon qui a été refusé par 6 équipes, ou on propose une stratégie de downstaging. Et puis les autres sont inscrits en liste avec quand même un bémol. Ceux qui sont T1, c'est-à-dire les toutes petites tumeurs de 2 cm, on leur attribue simplement le score habituel des cirrhoses fondé donc sur l'insuffisance hépatocellulaire, et le bonus carcinome hépatocellulaire n'est laissé qu'au CHC T2. Un nouvel algorithme doit être proposé, probablement avant le début de l'année prochaine, pour finalement, en ayant constaté que les patients, du fait de ce score foie et le fait qu'ils avancent à toute allure, en fait, il se trouve qu'il y a des patients qui n'ont plus de CHC parce qu'ils ont bénéficié d'un premier traitement. C'est-à-dire qu'ils ont... Et du coup, la question serait de ralentir l'accès à la greffe pour ces patients en disant, finalement, s'ils n'ont plus de CHC ou s'ils sont en réponse tumorale, eh bien à ce moment-là, on va les remettre plutôt dans le pool des patients qui avancent simplement en fonction du MEL, à condition qu'ils soient priorisés en cas de récidive. C'est ce qui doit être déterminé. Donc voilà, l'algorithme est complet et on a ajouté donc le score alpha-fétoprotéine et les 2 stratégies possibles pour la transplantation. 3 méthodes en développement. Les destructions percutanées, c'est les nouvelles destructions percutanées, vous avez compris. Bon, bien sûr, il y a les micro-ondes, il y a les champs électriques, mais il y a surtout la radiofréquence multipolaire et surtout comme proposé et évalué actuellement par un PHRC et par l'équipe de Monti, coordonnée par Olivier Serror, ce qu'on appelle la multibipolaire extratumorale no touch, c'est-à-dire qu'en fait on est en dehors de la tumeur et donc on ne touche pas, et c'est la radiofréquence qui va détruire la tumeur de cette façon-là, ce qui devrait permettre, ça devrait être confirmé par l'essai phase 3, que de détruire de façon certaine des tumeurs de plus grande taille. L'association pour les tumeurs de taille moyenne à la radiofréquence de chimioembolisation est assez pratiquée. Il y a un essai randomisé qui a été publié en 2012, mais l'éditorial qui allait avec a été un peu destructeur sur le plan méthodologique. Pour résumer, c'est à confirmer. Enfin, il y a les radiothérapies, qu'elles soient conformationnelles, focalisées à haute dose ou stéréotaxiques, le CyberKnife. À l'heure actuelle, donc, un certain nombre d'essais phase 2 indiquent un contrôle local à 1 an intéressant. C'est une option éventuellement en RCP spécialisé quand on ne peut rien faire d'autre. Et surtout, c'est une indication d'inclure des patients dans les essais. Je rappelle l'algorithme quand même du thésaurus, qui est un peu différent et qui est en fait sorti d'une intervention lors des premières réunions sur le thésaurus de Jean-Claude Trinchet. C'est une façon de lui refaire un clin d'œil, qui était finalement assez génial. Alors, c'est pas forcément un algorithme à utiliser, surtout qu'il manque sur les tout petits CHC, les T1 n'y sont pas dedans. Mais globalement, raisonner avec simplement le malade est-il curable, oui, non, et comment est le child, me paraissait une excellente idée. 3 petits messages en termes de conclusion. Le premier, c'est, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de traitement adjuvant. Malgré le taux de récidive très important, aucun n'est validé. Je ne parle pas du traitement étiologique de l'hépatopathie, virale en particulier, ça c'est autre chose, ça doit être fait. Mais pour les traitements adjuvants, chimiothérapie, chimioembolisation, j'ai vu des revues et méta-analyses, mais qui n'ont pas bien entendu convaincu. Et il n'y a pas de modification à ce jour des recommandations. Et comme vous le savez, l'essai avec le sorafenib était négatif. Le deuxième message, c'est que quand on a en RCP, surtout si elle n'est pas spécialisée, un CHC a priori curable, un score alpha-féto égal ou inférieur à 2, et qu'on n'a pas à l'évidence, et encore, une indication de radiofréquence parce que c'est ou de résection hépatique si c'est un T1, et encore, et quand on n'a pas de contre-indication évidente à la transplantation, faut faire une allogreffe, enfin un allogreffe, c'est-à-dire qu'il faut appeler son centre de transplantation si on n'en bénéficie pas. L'étude sur les RCP a montré qu'en fait, on n'avait pas souvent dans les RCP, notamment non spécialisés, la présence d'un transplanteur. Et pour déterminer ensemble la stratégie thérapeutique
voire même diagnostic, c'est probablement très important. Et puis la dernière chose, c'est que vous avez vu que c'était des difficultés, notamment d'entrer dans le monde de transplantation, etc. Et je pense qu'il y a actuellement une réflexion dans la ligne du plan cancer 3 pour disons, faciliter les décisions, organiser en réseau avec le recours à des RCP spécialisés. Je vous remercie.